Voilà, donc j'ai lancé l'enregistrement. Bonjour Catherine. Donc ce que je vous propose, simplement pour pas vous mettre en retard en fait, hein, c'est de démarrer dès maintenant. Donc déjà bien, écoutez, bienvenue dans ce webinaire. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Alors euh, le donc ce webinaire a pour objet de vous présenter les Learning Battle Cards. Alors je vais vous faire une petite présentation rapide des cartes. Et puis je vais surtout euh, voilà, vous montrer un petit exemple d'utilisation, un petit scénario, et puis ensuite vous pourrez poser des questions évidemment, j'essaierai d'y répondre. Alors pour démarrer, hein, donc moi je m'appelle Sylvain Vacarès, donc je suis le dirigeant de Learning Salad, qui est l'importateur, enfin oui, l'importateur. En tout cas, c'est moi qui me suis chargé de la traduction avec mes collègues en français des Learning Battle Cards qui ont été créés par de nos amis polonais. Donc il y a maintenant quelques mois. Et donc je vais vous présenter dans ce webinaire un petit peu la manière dont elles sont construites, à quel type de besoins elles répondent, et puis comment on peut les utiliser. Alors, première chose, il faut partir du constat en fait, hein, de la manière dont se passe un projet de formation, la conception d'un projet de formation aujourd'hui. Lorsqu'on se lance dans un nouveau projet de formation, très souvent, ça va se traduire par la rédaction d'un cahier des charges, plus ou moins abouti, puis ensuite un ensemble de réunions qui sont entrecoupées par des séances de travail, hein, donc où le concepteur, les chefs de projet, les experts, enfin toutes les parties prenantes à la conception vont aller chercher soit de la documentation, soit vous rédiger, etc., jusqu'à ce que, à la suite de toutes ces réunions, on arrive à une conception globale. Et donc ça, c'est la manière dont on procède depuis longtemps. Mais ça présente quelques défauts. Bon, d'abord, ça crée des projets relativement longs parce que il y a beaucoup d'allers-retours qui sont faits entre les personnes. Donc, il y a le commanditaire qui a des objectifs, une vue sur la formation. Il y a l'expert du contenu qui lui la vision de l'expert. Lui veut alimenter en fait la formation en contenu en disant il faut que il sache ci, il faut qu'il sache ça, il faut qu'il sache faire ci, il faut qu'il sache faire ça. Ensuite, vous avez le concepteur de la formation qui lui s'intéresse à la dimension pédagogique et essaye avec tout ça de faire quelque chose qui a une valeur pour l'apprenant. Et donc tout ça, toutes ces représentations relativement finalement différentes, hein, du même projet, vont conduire à des ajustements qui sont souvent assez longs. Voilà. Donc ensuite, vous avez aussi d'autres phénomènes qui se créent, comme le fait que la formation va souvent être assez peu diversifiée parce que on va devoir se mettre d'accord sur une représentation commune qui est souvent quand même un petit peu le plus petit dénominateur commun entre toutes les parties prenantes, hein, l'expert, le commanditaire, le concepteur ou d'autres. Et puis finalement dans tout ça, eh bien on n'a pas toujours le souci, en tous les cas pas suffisamment, du besoin de l'apprenant. C'est-à-dire que celui qui va se former, c'est quand même l'apprenant. Et lui, lui, il n'est pas toujours représenté dans ses projets, en tous les cas, pas à la hauteur de ce qu'on pourra attendre. Et donc, ça crée chez lui un sentiment de décalage et parfois même une démotivation, un abandon. Donc tout ça, ça peut représenter, on va dire, une zone de non-qualité. Alors, ça veut pas dire que ce qu'on fait est mal, hein, bien sûr, mais il y a du potentiel d'amélioration et c'est bien de ça dont on va parler. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir finalement un projet? Si on dit qu'il y a ces dysfonctionnements-là aujourd'hui qui sont constatés, eh bien on peut déjà dire que sans doute la clé elle est quand même dans la meilleure prise en compte du besoin réel de l'apprenant. Et donc s'intéresser un petit peu plus à lui et concevoir plutôt de son point de vue. Et pour ça, si on s'intéresse à ce que lui dit, un apprenant, eh bien lui il a des attentes assez marquées en termes de diversité. Hein, il veut
pas avoir toujours le même cours, le même format. Il veut une expérience riche. Il veut de la multimodalité. Pourquoi? Parce que lui, il est multimodal. Hein. Aujourd'hui, il travaille dans son boulot avec des outils analogiques, des outils numériques. Il travaille avec d'autres gens en groupe, tout seul, etc. Et donc, il a l'habitude d'avoir un environnement très multimodal dans son travail, quel que soit son travail. Et ça, il le retrouve pas forcément dans la formation. Il veut que la formation arrive juste au bon moment, hein, juste à temps. Et puis, il veut qu'elle soit personnalisée. Il veut qu'elle soit vraiment ajustée à son propre besoin. Et si on veut arriver à faire ça, on peut pas le faire sans tenir compte et sans réfléchir à qui il est. Et c'est pour ça que finalement, parce que ça c'est pas né, les cartes c'est un outil évidemment, vous allez le voir là-dedans, hein, dans cette mouvance, mais il y a un ensemble d'outils qui sont apparus, de méthodes, hein, dont vous avez forcément entendu parler, et que vous êtes peut-être même dont vous êtes le utilisateur, enfin en tous les cas ou promoteur, donc le design thinking, hein, l'UX design, donc le design de l'expérience utilisateur, les méthodes agiles, hein, gestion de projet, toutes ces nouvelles méthodes et tous ces nouveaux processus en fait de conception sont apparus alors dans différents domaines. Hein, c'est pas dans le domaine de la formation que c'est apparu, c'est en général plutôt dans le monde soit de l'industrie, soit du logiciel, etc. Mais ces outils-là sont des outils qui sont apparus pour justement améliorer la conception des services ou des outils ou des produits. Alors ça c'est quelque chose qu'on utilise en formation aujourd'hui déjà, hein, les méthodes agiles, ça arrive, le design thinking ça arrive, sauf que on bute en général dans un problème, c'est que quand on a s'est positionné du point de vue de l'apprenant, quand on a utilisé les outils, on va dire traditionnels qui sont ceux de ces méthodes, on se retrouve coincé lorsqu'il s'agit de concevoir quelque chose qui soit de la formation. Dans l'industrie, on va passer à un prototypage, on va faire des maquettes, on va commencer à on va incarner le produit en fait que l'on va faire. Et en formation, la difficulté c'était comment on incarne ce produit, comment on arrive à se représenter finalement la formation et comment on lutte contre les décalages en fait qu'il peut y avoir de représentation sur le projet sur le dispositif qu'on va concevoir ensemble. Alors c'est là que les cartes sont intéressantes et c'est là qu'elles interviennent. C'est-à-dire que les cartes, elles vont parce qu'elles proposent 108 objets pédagogiques à l'intérieur du jeu, pouvoir à la fois proposer de l'inspiration, puisque c'est quand même rare qu'on conçoive à partir de 108 objets, de manière spontanée. Elles vont permettre de partager, parce que c'est un jeu de cartes, on joue ensemble, et donc on va pouvoir manipuler ces objets en commun et construire ensemble avec le jeu le dispositif. Et donc l'objectif, c'est de concevoir un dispositif plus divers, plus commun aussi, de façon plus collaborative en fait entre les différents intervenants. Alors les cartes, c'est des cartes à jouer, hein, donc elles ont deux faces. La première face va représenter l'objet pédagogique qui représente la carte. Donc ici, on va trouver un petit pictogramme, évidemment le nom, et puis une petite lettre, un petit symbole qui va symboliser cette modalité pédagogique. On a aussi un nuage de mots qui sont des mots relatifs à cette modalité. Ensuite, si on retourne la carte, on va se retrouver avec des informations un peu plus riches de l'autre côté. Donc, dans un premier temps, on va trouver dans quelle partie d'un projet, entre l'analyse et l'évaluation du dispositif, on va pouvoir utiliser cette modalité de façon pertinente. Ensuite, on va voir, est-ce que c'est plutôt une activité de groupe, une activité auto-formative, individuelle, est-ce que c'est synchrone, asynchrone, formel, informel, etc. Puis on a les niveaux de puissance ensuite qui vont nous indiquer si ça demande un effort pour le formateur, si ça demande un effort pour l'apprenant, qu'est-ce que ça représente, avec des petites diodes qui s'allument et qui montrent le niveau sur une échelle de 10, et puis est-ce que c'est efficace du point de vue de l'apprentissage. Alors toutes ces informations qui sont sur la carte sont des informations qui sortent pas du chapeau, c'est pas moi qui ai inventé ça, ça fait ces informations qui ont été obtenues à partir d'un travail de nombreux mois avec un groupe de 50 professionnels de la formation.
dans divers domaines, à qui on a demandé finalement de choisir, voilà, de faire une liste de modalités pédagogiques et de les qualifier. Et à partir de ce travail de collecte, de synthèse, de discussion, il y a eu un consensus en fait qui est arrivé autour de ces cotations-là. Ce qui ne veut pas dire évidemment que pour vous, dans votre contexte, cette échelle est toujours vraie, hein, bien sûr, mais ça donne quand même une indication. Et puis après, vous pouvez évidemment moduler en fonction de votre expérience à vous. Ensuite, voici un petit exemple d'atelier, donc qui peut être mis en place avec les cartes. Alors c'est juste un exemple. Hein. Vous avez sur le site web une petite documentation d'une trentaine de pages que vous pouvez télécharger qui donne d'autres ateliers. Un atelier que j'ai fait tourner plusieurs fois. Celui-ci, c'est un atelier qui peut durer 2h30, voilà, entre 2 et 3 heures, on va dire. C'est un atelier que vous allez faire en groupe, vous allez réunir des personnes qui sont les parties prenantes de votre projet, vous leur donnez un jeu, donc par exemple 5-6 personnes, un commanditaire, un représentant des apprenants, un stagiaire qui est dans la cible, son manager par exemple si on est dans une entreprise, le responsable de la plateforme e-learning si par exemple il y a du digital dans votre dispositif, le concepteur, un formateur, l'expert du contenu bien sûr, etc. Donc vous allez réunir comme ça ce petit groupe de 6-8 personnes par exemple, vous leur donnez un jeu et vous leur distribuez ce jeu comme à la belote, c'est-à-dire qu'on se distribue toutes les cartes. Ensuite, vous allez demander à chaque personne, en 5 minutes, de sélectionner 2 cartes qui lui paraissent pertinentes par rapport au projet de formation que vous envisagez collectivement. Donc, parmi toutes les cartes, elle doit en choisir 2 et elle doit, dans un deuxième temps, argumenter, c'est-à-dire présenter cette carte aux autres membres et l'ensemble des cartes qui ont été sélectionnées par tous les membres vont constituer le jeu avec lequel on va jouer. Par exemple, 16 cartes s'il y a 8 personnes. À partir de ces 16 cartes, les gens vont concevoir sur une matrice qu'on va leur donner, une map, ils vont concevoir une première version de leur dispositif en utilisant, alors pas forcément tout, ils peuvent aussi aller repiocher dans le paquet ce qu'ils ont éliminé, des cartes qui leur paraîtraient pertinentes au cours de la discussion, de l'élaboration de la conception, mais ils vont produire une première version d'un scénario pédagogique complet. Ensuite, il va y avoir un stress test qui va, à partir d'un ensemble de questionnements, et là aussi en positionnant sur une deuxième matrice les cartes, qui va permettre de voir si on a un équilibre satisfaisant pour son dispositif. Par exemple, est-ce qu'on a accès d'activités sociales? Est-ce que l'apprenant en fait est pas trop souvent tout seul? Est-ce que on a bien atteint tous les objectifs? Est-ce qu'on a bien une alternance entre la mise en pratique et puis les explications, par exemple, etc., etc. Donc il y a tout un tas de questions comme ça. À partir des résultats de ce stress test, une deuxième version va être produite. Hein, ça c'est la 5e étape. On va ajuster, on va retirer des cartes, on va peut-être en mettre d'autres, etc. Et on va arriver à la fin à une description complète de son dispositif, donc le design général en fait de sa formation. Ce qui est intéressant dans ces cartes, c'est que vous allez le faire sans partir du contenu, mais puisque les cartes ne parlent pas de contenu, les cartes elles parlent d'activités, et on va concevoir à partir des activités que l'apprenant a à faire, et pas à partir du contenu de la formation. Le contenu, c'est quelque chose qui viendra évidemment s'inscrire dans les activités, ou qui sera nécessaire pour pouvoir réaliser les activités. Donc voilà, donc c'est un petit scénario de jeu. Ça peut se faire en 2h30, 3 heures. Donc si on passe toutes les étapes et qu'on va arriver à quelque chose de propre, en général on finit par un débrief en disant voilà, maintenant que vous avez terminé, vous allez essayer de l'exposer, vous avez 3 minutes pour décrire votre dispositif. Et en général, les gens arrivent à le faire en 3 minutes. Et d'ailleurs, il n'y a pas besoin de nommer un rapporteur, on peut prendre n'importe lequel des participants. En général, il est capable d'expliquer, puisque c'est bien l'objet d'un consensus de tout le groupe. Alors, si on regarde les effets perçus par les participants, puisque moi je le fais tourner depuis 6-7 mois, on a fait pas mal de séances quand même pour tester la méthode. Ce que les gens racontent, c'est que qui ont participé, ils racontent que ils ont gagné du temps, ça qu'en 2h30 on atteint un résultat qu'il faudrait plusieurs semaines souvent pour obtenir avec des réunions successives. Alors on gagne pas forcément du temps en termes de charge, mais on gagne au moins du temps en termes de délai, en général aussi en termes de charge, bien sûr. On est plus créatif parce qu'on travaille avec un volume et un volant en fait d'activités diversifiées de base qui est important. On a une vision partagée, chacun est capable de raconter l'histoire du dispositif qu'on
qu'on a fait. Et surtout, on raconte l'histoire de l'expérience de l'apprenant et pas l'histoire du contenu. C'est un processus qui est réellement collaboratif, c'est-à-dire que tout le monde participe et il n'y a pas de posture en utilisant les cartes. Chacun a le même nombre de cartes, chacun amène la même chose dans le jeu, et donc chacun contribue au même niveau en fait à la constitution du dispositif, y compris le futur apprenant par exemple, ou le responsable de la plateforme qui en général dans les réunions parle que des aspects techniques parce qu'il considère que c'est son domaine réservé, c'est sa spécialité, mais il n'intervient peu par exemple sur les aspects pédagogiques. Là tout le monde traite tout. On est vraiment dans un mode collaboratif. Et puis enfin, les gens sont assez contents. Je prends plein de photos dans ces séances et je vois, je prends des photos de gens qui sourient, qui argumentent, qui sont actifs, qui sont debout, qui font des gestes, etc. Enfin des choses qu'on voit pas beaucoup dans des réunions de conception. Et ça, c'est sans doute le gage aussi d'une formation plus engageante pour les stagiaires après, ou les étudiants. Bon, bien sûr, hein, le jeu, vous l'avez vu, il est en ligne sur le site, hein, donc vous pouvez faire une demande de devis, il vaut 99 € hors taxe, ça vous avez tous les renseignements. Et puis nous proposons aussi, bien sûr, avec ce jeu, pour les gens qui voudraient être accompagnés, des formations. Alors une petite formation découverte qui elle est gratuite avec le jeu en webinaire. Et puis ensuite, vous avez un accompagnement plus, si vous voulez, une vraie formation pour être formé ou pour démultiplier chez vous. Et puis il y a aussi des prestations d'accompagnement si vous voulez accompagner un projet avec les cartes et puis vous former en même temps pour pouvoir ensuite en concevoir d'autres. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc vous avez peut-être des questions. Là j'ai beaucoup parlé pour vous présenter ça. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce que je vous ai dit là? Alors, vous avez vos micros si vous en avez, ou sinon vous pouvez utiliser le chat. Ah, j'ai entendu un bruit. Catherine. Est-ce que vous nous entendez? Oui. Non? Oui. Oui, juste la question. Moi, j'ai du mal à représenter quel type de carte vous avez dans le jeu. Ah, alors les cartes, alors vous pouvez les trouver, si vous voulez avoir la liste de toutes les cartes et les voir, vous les avez sur le site en anglais qui s'appelle learningbattlecards.com et il y a un onglet qui s'appelle Cards et donc vous avez les cartes, l'intégralité des cartes qui sont listées. Sinon dans le site en français, vous avez il y a un document PDF qui est la notice sur la 2e page, je crois, du site, un document violet que vous pouvez télécharger. Et à la fin de ce document, il y a un classement de toutes les cartes par rapport aux différentes catégories, aux différents critères. Et donc là, vous avez le nom de toutes les modalités. Donc ça va de ces choses très variées. Ça va de là, vous aviez un exemple qui était le workshop, je crois, enfin l'atelier, mais il y a le déjeuner pédagogique par exemple, il y a le micro-learning, il y a je sais pas quoi, l'email par exemple, là on peut former avec un email ou avec des emails, donc il y a vraiment toutes sortes de choses et ça mélange des modalités on va dire traditionnelles, enfin en tous les cas présentielles, avec des modalités digitales, il y a vraiment de tout. Ça permet de faire des formations mixtes, finalement, c'est ce qu'on conçoit souvent avec ça, mais sans vraiment avoir besoin de se poser la question, puisque les modalités, on les choisit finalement en fait, et donc et on les choisit par rapport à leur pertinence, et pas tellement par rapport à si elles sont digitales ou pas digitales. C'est un peu la force de ce jeu-là aussi, c'est d'éliminer les clivages ou les questions de posture, les questions de est-ce que c'est digital, pas digital, etc. Ce qui a pas beaucoup de sens quand on conçoit de la formation, et de s'intéresser plutôt à l'expérience qu'on propose à l'utilisateur et la pertinence des activités qu'on lui propose. C'est un peu la force de ces cartes, c'est que comme on joue avec, on oublie, on est obligé de rentrer dans une certaine logique en fait qui fait laisser un peu les préjugés, les questions, un grand nombre de questions qui polluent les réunions de conception à l'extérieur de la salle, en fait. Mais est-ce qu'on peut les utiliser dans un cas réel? C'est-à-dire on travaille avec une équipe sur un projet et on va concevoir le projet avec le jeu de cartes. Tout à fait. Alors ça sert à ça. Ouais.
J'ai peut-être pas été clair, mais ça ne sert qu'à ça en fait. Donc là, les cartes, je vais vous donner des cas d'utilisation. Hein. Donc là, je l'ai depuis 8 mois, je l'ai testé dans des domaines très différents parce que pour le distribuer, j'avais quand même envie de tester en fait les choses un peu avant. Donc je l'ai utilisé avec des grandes entreprises, hein, avec des CFA, enfin vraiment toutes sortes d'organismes de formation. Et de contextes différents, sur des sujets vraiment très très variés, des sujets techniques, des sujets réglementaires, enfin vraiment toutes sortes de sujets, en formation initiale, en formation continue, etc. Et donc aujourd'hui, les cas d'utilisation, c'est quoi? C'est des gens qui ont un nouveau projet de formation et qui partent de zéro en fait, et qui ont une nouvelle formation complète à concevoir. Un autre cas d'utilisation, c'est de la réingénierie de dispositifs existants. Je disais pas mal comme ça et ça fonctionne très bien. On a une formation qui existe, on veut un peu la rénover, on veut lui refaire un petit lifting, elle s'essouffle un peu, on veut la redynamiser. Et là, il y a évidemment une grosse partie du travail est déjà fait, puisqu'on la connaît cette formation, on connaît en plus bien la cible, etc. On sait qui vient, quels sont les gens, et donc du coup, on va essayer de la faire de la réingénierie. Et là, ça permet vraiment de se reposer les questions à plat, sans être obligé de tout jeter, quoi, en fait. J'ai eu des cas d'utilisation où on l'utilise, par exemple, très en amont pour faire un cahier des charges. Voilà. Je l'ai utilisé aussi avec des entreprises qui avaient pris un prestataire pour faire la formation et qui voulaient faciliter leur relation de travail avec le prestataire. C'est-à-dire qu'on a fait une séance où le prestataire et le client, et mon client, en fait, ont joué ensemble pour concevoir la formation que le prestataire allait produire, en fait. Et être sûr qu'on partageait bien la même chose, qu'on parlait bien de la même chose. Donc c'est vraiment un outil opérationnel. Hein. Enfin, moi, sinon, je l'aurais pas distribué. Ça m'intéressait pas. Moi, je l'ai d'abord acquis au départ pour moi, en fait. Et puis, je l'ai traduit après parce qu'il était en anglais, qu'on pouvait pas l'utiliser en France en anglais de manière satisfaisante, mais avec beaucoup de gens. Mais c'est un outil pour produire hein, et pour concevoir, ça c'est clair. Alors, Antoine dit, est-ce qu'il existe des jeux de type? Alors, sur la petite plaquette, hein, sur le PDF que vous avez sur le site, que vous pouvez télécharger, il y a quelques scénarios de jeu hein, qui sont évoqués. Après, il y en a plein de possibles, hein, bien sûr. Il y a également une matrice, hein, une grande matrice qui est proposée, donc qui a été mise en place par les Polonais, alors qui est plutôt une matrice pour un projet global. Moi, j'en ai conçu d'autres en fait pour des situations plus comment dirais-je voilà vraiment de la conception d'une formation ou d'une partie de la formation sans être obligé de partir complètement de l'analyse jusqu'à l'évaluation, mais en se centrant sur la conception vraiment pédagogique et pas l'ingénierie complète de formation. Voilà, et puis et ça c'est des choses qu'on va mettre en ligne aussi au fur et à mesure en fait. Hein. L'idée aussi au travers des cartes, c'est bon là on démarre tout juste, mais il y a une quarantaine de jeux qui ont été vendus à ce jour sur les dernières semaines. Mais l'idée c'est de créer une communauté d'utilisateurs qui partagent en fait des scénarios d'utilisation. Parce qu'en réalité, la richesse, elle va venir de la manière dont les gens peuvent les utiliser. On peut même l'utiliser seul. Hein. Moi, je m'en sers quand j'ai besoin de m'inspirer et que je me dis, bah tiens, j'ai une nouvelle formation à concevoir. Bon, évidemment, il me vient des idées. Hein. Moi, ça fait 30 ans que je fais des formations, donc j'en ai conçu des dizaines et des dizaines. Donc forcément, il y a des idées qui me viennent automatiquement. Et pour sortir de ce schéma-là, justement, je me dis, bah tiens, prenons le jeu et puis égrenons les cartes et puis classons-les en fait entre celles qui sont pertinentes, plus ou moins pertinentes, etc. En faisant un classement. Donc et puis ça m'inspire. Je me dis, ah tiens, oui, tiens, ça serait pas idiot dans ce contexte-là. J'aurais pas pensé. Et c'est moins efficace qu'en groupe, hein, quand on est tout seul, bien sûr, mais ça marche. Ça marche aussi. Donc parce qu'il y a plein de dimensions. Hein. Il y a la dimension inspiration, il y a la dimension communication, discussion. Je pense qu'il est vraiment important que ce soit des cartes en papier aussi pour que les gens. Enfin, c'est rigolo quand on travaille avec les cartes. Au début, les gens ils sont là, on leur distribue, ils sont assis, et dès qu'il faut commencer en fait à concevoir ensemble, tout le monde se met debout en fait, et ça commence à discuter, et on voit les gens deviennent actifs en fait, et la parole commence à circuler vraiment, et puis la carte, l'avantage qu'il y a, c'est que si je prends une activité par exemple, il y a quelqu'un qui a une carte qui dit bah tiens un test. Moi j'ai le quiz par exemple. J'ai une carte quiz et je me dis tiens je ferais bien un quiz de prérequis, enfin ou d'orientation au début. Puis là, la personne dit ah bah moi le quiz j'aurais bien mis à la fin.
Et puis on va commencer à discuter. Ah oui, mais alors, on commence par un quiz, mais est-ce qu'on doit vraiment individualiser ou pas, etc. Et toutes les discussions pédagogiques en fait vont commencer à se cristalliser au travers du fait que il va falloir bien la poser quelque part, cette carte-là. On a essayé de la garder, mais où est-ce qu'on la met? Est-ce qu'on la met au milieu, au début, à la fin, etc. Et on la déplace, en fait. Ce qui fait que quand on prend un objet, à chaque fois qu'on le positionne, on voit comment il est positionné par rapport aux autres dans la chronologie, par exemple. Et donc ça génère des discussions. Et surtout, tout le monde voit la même chose. Donc, il y a beaucoup moins de confusion. Entre les gens. Dans une réunion, il y a beaucoup de gens qui utilisent les mêmes mots, mais derrière ces mots-là, les gens voient pas les mêmes choses. Et on s'est mis d'accord, mais on n'est pas sûr qu'on est vraiment d'accord. Vous avez peut-être l'expérience de la conception de formation, ça arrive à chaque fois, ça. Et pourtant, on fait des efforts pour essayer de reformaliser ça. Avec les cartes, on diminue fortement ce risque. On l'élimine pas complètement, c'est pas magique, mais on est obligé de discuter plus et on discute plus des modalités et moins du contenu. Donc, on perd beaucoup moins de temps. On discute de ce qui est important, en fait, dans la formation. À mon avis, c'est la force d'un outil comme celui-là. Voilà. Pour moi, il bouche un trou qu'on avait quand même dans la conception, parce qu'à un moment donné, on a un problème de représentation qui arrive en fait. Mais à un moment, c'est quand même lié aux objectifs d'apprentissage quand même sur une formation. Donc, à quel moment vous... Bien sûr. Alors, oui, oui, tout à fait. Alors, ce que j'ai pas précisé tout à l'heure, c'est qu'évidemment, le jeu ne vous permet pas de gérer tout votre projet. C'est pas l'objectif. Oui. En général, ce qui va se passer avant d'arriver à utiliser les cartes, quand on fait un séminaire, par exemple, sur une journée de conception, comment ça se passe? On va travailler d'abord sur les objectifs pédagogiques, parce qu'on fait de la formation. Oui. Il faut se mettre d'accord sur les objectifs. Ensuite, on va travailler sur l'analyse de l'environnement et notamment voilà ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, parce que ça peut permettre d'éliminer des cartes aussi. Ensuite, on va raisonner évidemment sur qui est notre apprenant, qui est notre cible. Donc pour ça, on utilise des outils du design thinking comme la carte d'empathie ou des outils comme cela qui permettent en fait de se positionner du point de vue de l'apprenant, de manière à ce qu'au moment où on rentre, où on commence à sortir les cartes, on est déjà tous d'accord sur quel est notre environnement, qu'est-ce qu'on cherche à faire. Et les cartes ne sont vraiment efficaces qu'à partir du moment où on a répondu à ces questions-là. Les cartes ne répondent pas à ces questions-là. Les cartes nous permettent de concevoir que si on a préalablement fait l'analyse du besoin, l'analyse de l'environnement, qu'on est d'accord sur les objectifs. À partir de ce moment-là, on peut utiliser les cartes. D'accord, ok. Oui. Donc on peut le faire, mais on peut le faire dans la même journée, si vous voulez. Moi, je fais pas mal de séminaires. Finalement, on bloque les gens pendant une journée et on va partir du début, vraiment des objectifs, et on va finir le soir avec un scénario pédagogique global qu'il faudra après évidemment répartir. Mais après, le mode collaboratif est moins intéressant parce que après, de toute façon, le contenu c'est l'expert qui l'a, la dimension technologique c'est les gens qui s'occupent de la plateforme, etc. Donc après, on a intérêt à rentrer en mode plus coopératif et un peu moins collaboratif. Mais au départ, jusqu'au scénario général, global, là, on a intérêt à être en collaboratif. Voilà, c'est vrai ce que vous dites par rapport à le fait que ça permet à chacun de comprendre, d'avoir le même vocabulaire. Ça, c'est vrai que c'est important. Ouais. Ça, si ça peut permettre ça, le jeu avec les cartes, c'est super. Hein. En fait, je pense que c'est un des principaux bénéfices aujourd'hui de la. Moi, la première fois que j'ai fait utiliser à des gens, je leur ai fait. J'avais plusieurs groupes qui travaillaient sur le même sujet et ils devaient chacun présenter ce qu'ils voulaient faire en fait. Et donc à la fin, on allait devoir arriver à une synthèse. Et c'était rigolo parce qu'ils avaient chacun un jeu et donc ils n'ont pas choisi les mêmes cartes en fait. Et donc ils cherchaient tous à atteindre le même objectif. Et ce qui m'a frappé, c'est que j'ai pas eu besoin de demander aux gens de se limiter dans le temps au moment du débrief. J'aurais dit présentez-moi votre projet. Et donc ils avaient leurs cartes collées sur la matrice là avec la petite gomme là, autocollante là, je sais plus comment ça s'appelle, la pâte à fixe voilà. Et en fait chaque groupe, sans que je l'ai eu besoin de le préciser, a décrit son dispositif en 3 minutes. Sans qu'on ait besoin de leur dire aller plus vite, etc. Et ils ont tous raconté l'histoire de leur formation. Ils n'ont pas raconté le contenu de leur formation, ils ont raconté l'histoire de leur formation. C'est-à-dire qu'ils ont raconté ce qui allait se passer pour l'apprenant en fait. Et ils ont justifié leur choix par rapport à l'efficacité et à l'atteinte des objectifs. Et ça m'a frappé la première fois parce que je me suis dit waouh, ça c'est le truc qu'on n'arrive jamais à faire en
en réunion de conception. À la fin de la formation, l'animateur de la réunion, il essaye de faire une synthèse, et il y a encore des gens qui discutent sur la synthèse, qui disent ah mais quand tu dis ça, moi j'avais pas compris ça, etc. Euh, et là, je peux prendre n'importe lequel des personnes qui a participé au groupe, ils racontent la même histoire. D'ailleurs, les autres n'émettent pas d'objection. Ça aussi, c'est un signe en fait. Donc et je me dis ça, c'est fort. Ça résout pas tous les problèmes, mais quand même, ça, j'avais pas réussi jusqu'ici à faire ça, en fait. Et voilà. Donc, ce petit outil qui paye pas de mine, finalement, il permet d'obtenir ça. Je trouve que ça, c'est en soi, ça a beaucoup de valeur. Enfin, en tous les cas, j'en ai conçu beaucoup des formations. C'est le truc que j'avais pas réussi à résoudre. Moi, peut-être que d'autres ont réussi, mais moi, j'avais jamais réussi à obtenir ça. Je sais pas si vous avez d'autres remarques, d'autres questions par rapport aux cartes. Ah non, je pense qu'on va se laisser tenter. Ça va, c'est clair ce que je vous ai dit. Pas trop de questions, d'autres remarques. Je sais pas trop quelle heure il est, parce qu'en fait sur ce logiciel de webinaire, je n'ai pas l'heure. À 16h31, je suis carrément dans les temps, mais bon, moi je suis encore. Oui, j'ai enregistré ce coup-ci, donc c'était la deuxième séance, donc je mettrai la vidéo en ligne. Le temps qu'elle soit chargée, vous l'aurez. Je posterai un petit message, vous l'aurez demain matin. Ok. Bon, non. Okay. Pas d'autres. C'est intéressant. Donc, je pense qu'on va aller voir un petit peu le doc là, le doc de présentation, et puis je pense qu'on va certainement commander un jeu pour voir, pour tester. Mais écoutez, vous pouvez tout, voilà, ça vous permet de tester, et puis vous verrez, et après ce qu'on fera, c'est que voilà, là on est en démarrage, mais on va animer une communauté d'utilisateurs pour enrichir les usages en fait de ce jeu-là. Et alors cette communauté, elle commence à se constituer au niveau international, parce que j'étais avec les Polonais la semaine dernière, là, donc on a fait une réunion, et donc ils m'ont parlé un peu de comme eux, ils ont un peu plus d'antériorité que nous, évidemment. Donc, ils nous ont un peu parlé de la manière dont ils voulaient développer les choses. Et il commence à avoir pas mal de retours d'expérience. Alors pour le moment, il est formalisé en anglais, mais on continuera à faire les traductions pour qu'on puisse avoir aussi des échanges et bénéficier d'une communauté même un peu plus large que les utilisateurs simplement français. Et puis parce que les cartes sont neutres en elles-mêmes. Hein, finalement, c'est plus les scénarios de jeu qui vont apporter la valeur ou qui vont l'amplifier en tous les cas. Donc c'est ça qui est intéressant de partager entre les futurs utilisateurs du jeu. Voilà, donc ça, je reviendrai vers vous là-dessus. Très bien. Merci à vous en tous les cas pour votre participation, votre écoute, et puis écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée, et puis à très bientôt. Merci beaucoup Sylvain, c'était vraiment très intéressant. Au revoir. C'est gentil. Au revoir. Merci, bonne fin de journée, au revoir. Bonne fin de journée.